ambassadeur de France à Maurice, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à l'Institut français pour une soirée qui marque le début de quelque chose d'important. On ne devient pas numérique par hasard, on le construit tout simplement. Steve Jobs disait « L'innovation, c'est ce qui distingue un leader d'un suiveur ». Ce soir, nous ne sommes pas ici pour suivre, nous sommes ici pour initier. Maurice n'est plus cette petite ville qui attend son tour, non, nous sommes en train de devenir un point de convergence pour 10 pays de l'océan Indien, un hub où l'innovation rencontre le patrimoine, où l'histoire structure un écosystème régional, où l'intelligence artificielle se met au service de la mémoire collective. Ce qui commence ce soir, mesdames et messieurs, et je dis bien ce soir, dans moins d'une heure, n'est pas simplement l'ouverture d'exposition ou le lancement d'événements. C'est le début d'une transformation qui positionnera Maurice comme un acteur incontournable du numérique dans notre région. Du robot humanoïde, fait de 350 composants recyclés qui interrogent notre rapport à la technologie, à l'exposition immersive sur 50 ans de jeux vidéo, du premier sommet e-sport régional qui réunit des champions internationaux, à Muséomix qui transforme un musée avec l'IA. Chaque projet redéfinit ce qui est possible. Et cette 9e édition de Novembre numérique, c'est une plongée tout simplement dans l'avenir qui se construit sous nos yeux. 26 jours, 15 événements majeurs, des milliers de participants attendus, une ambition très reconnue non pas un spectateur, mais un créateur de l'écosystème numérique régional. Et pour vous présenter cette vision, j'ai le privilège d'être entouré de ceux qui la rendent concrète, des créateurs, des innovateurs, des bâtisseurs. Donc bienvenue à tous pour cette soirée de lancement de Novembre numérique 2025. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie Bagot, présentatrice et journaliste audiovisuelle. Je travaille à la MDC, je présente des émissions sur RMA et je travaille également pour la chaîne allemande DW News. Et je suis ravie de co-présenter cet événement avec quelqu'un que vous connaissez tous sans doute, l'attaché de coopération numérique à l'Institut français de Maurice, Monsieur Adrien Schwartz. Bonsoir Adrien. Comment ça va? Très très bien, très heureux d'avoir aujourd'hui ce lancement nouveau de mon événement qui a lieu tous les ans à l'Institut français, dans tous les instituts français du monde et également à Maurice. Et Adrien, vous qui avez coordonné justement cette édition, qu'est-ce qui fait sa singularité? Alors, c'est une édition très particulière parce que en fait, toi tu me vois et moi je te vois. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Les aléas du direct, c'est ce qu'on dit. C'est une édition très 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 particulière parce qu'on a vraiment 3 grands événements, 3 grandes premières à Maurice avec cette édition de Novembre numérique, avec donc le lancement du premier club professionnel de e-sport de l'océan Indien. On en parlera tout à l'heure avec le président de l'e-sport notamment et Désiré Kouzavo. On a les premières rencontres de l'océan Indien du e-sport avec effectivement une centaine de participants qui viennent d'un peu partout dans le monde pour parler de l'e-sport et de l'importance de cette filière des jeux vidéo. Et puis on a un 3e événement, une 3e première effectivement avec l'événement Muséomix qui aura lieu donc au musée de l'escalade à l'ESM à Paris. Et c'est un événement qui est également organisé un peu partout dans le monde tous les ans. Et c'est aussi une première pour l'océan Indien. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, et on en parlera aussi tout à l'heure. Tous ces éléments-là rejoignent 3 grandes catégories. Le jeu vidéo, c'est pour ça qu'on parle de jeu vidéo largement sur cette édition, à travers le e-sport, à travers l'exposition dont on va parler aussi. La partie plus artistique, avec effectivement la création d'un robot, d'une œuvre d'art. Que vous allez découvrir dans notre proche. Effectivement, ce dernier volet dont je n'ai pas parlé, qui est autour de l'intelligence artificielle, avec un festival que beaucoup connaissent, qui s'appelle AI for Good, et qui présentera une nouvelle édition cette année, un peu particulière, qui s'adresse aux écoles, donc aux enfants, avec Catherine Paga, la directrice. Qui va être on parlera tout à l'heure.
Absolument. Donc si je résume, il y en a pas mal. De première édition de Visionix dans l'océan Indien, premier sommet e-sport régional, un tournoi féminin de jeux vidéo soutenu par la commission de l'océan Indien, un concert jazz également qui revisite 50 ans de musique de jeux vidéo. Donc on reviendra sur chacun de ces projets dans l'heure qui vient, cher public. On va d'abord parler d'art, parce qu'on ne peut plus le nier, que le jeu vidéo est devenu un médium artistique. Ensuite, on plongera dans l'histoire avec un invité en visioconférence depuis la France, figure majeure de l'histoire français africain, puis on questionnera l'usage de l'intelligence artificielle dans le patrimoine culturel, notamment autour de la mémoire de l'esclavage. On parlera également à Adrien, on parlera éducation, transmission, jeunesse, et enfin, on fera un panorama complet de ce mois de novembre numérique. Voilà donc pour le programme. Commençons, mais tout d'abord, est-ce qu'on peut tous dire novembre numérique? Avec un peu plus d'enthousiasme. Super, c'est parti, c'est lancé. Place au premier segment, Adrien. Alors, le jeu vidéo comme art, c'est une question qui a fait débat pendant des décennies. Est-ce que Pac-Man, est-ce que Tetris, est-ce que Call of Duty mérite d'être dans un musée au même titre qu'un Picasso ou un Rodin? En 2025, le débat est largement tranché. Le MoMA New York expose des jeux vidéo depuis 2012. La Philharmonie de Paris programme régulièrement des concerts de musique de jeux. Les expositions sur le gaming se multiplient. Ici à Maurice, pendant tout novembre numérique, vous pouvez découvrir 2 propositions artistiques, bien plus, mais on va insister ce soir sur 2 propositions artistiques qui illustrent cette évolution. La première, Play Game, une histoire du jeu vidéo, un parcours immersif qui retrace 50 ans de création vidéoludique. La seconde, une sculpture monumentale, un robot humanoïde assemblé à partir de matériaux recyclés. Pour en parler, je vais inviter ce soir 2 intervenants. Tout d'abord, Alice Ransketa, Alice, fondateur de Rance Art and Craft Studio. Bonsoir Alice, votre approche est fascinante, je dois dire. Vous prenez ce que nous jetons, nos vieux ordinateurs, nos circuits imprimés au soleil, et vous en faites des œuvres d'art monumentales qui nous interrogent sur notre rapport à la technologie, Adrien. Votre robot humanoïde que j'ai eu le plaisir de voir un peu plus tôt était caché, et pour le moment de 2 mètres va s'ouvrir ce soir. Donc c'est bien plus qu'une sculpture, c'est un miroir de notre société hyper connectée. Est-ce que j'ai raison? Alors, il va falloir allumer le micro. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Et effectivement, comme tu viens de le souligner, c'est une démarche artistique, mais aussi le plus important, c'est aussi il faut bien rapprocher le micro. Voilà. Est-ce que là, ça va être mieux? Est-ce que vous l'entendez, cher collègue? C'est bon? 5 sur 5? Et c'est aussi que le recyclage des objets quotidiens que nous utilisons un peu et qu'à la fin de leur vie, nous les jetons sans vraiment considérer, pour savoir comment ça va être recyclé, ça va être réutilisé. Et donc, par rapport à ce démarche-là, moi, j'essaie d'intégrer un peu ces trucs qu'on jette, qu'on va pas faire souvent attention, et de reconvertir, de sorte qu'on puisse à nouveau déconstruire cet environnement qui a des informations fonctionnelles. Et voilà, c'est notre acte de moche, et c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années. D'accord. En tout cas, merci pour cette petite présentation. J'invite à présent Cédric Soukaet, fondateur de WeAreGeeking et directeur d'eSports Faction, à nous rejoindre. Alors, petite explication, directeur d'eSports Faction, juste WeAreGeeking. Exactement. Super, ravi de vous avoir. Ravi. Adrien, première question. Vous parlez un petit peu de cette exposition, s'il te plaît, quelle est l'idée? Merci pour cette question. Merci. En fait, l'idée de repasser sur toute l'histoire du jeu vidéo, elle a beaucoup de sens aujourd'hui, parce que comme vous le disiez plus tôt, par exemple l'histoire a pris beaucoup d'ampleur.
le jeu vidéo fait vraiment partie de la culture aujourd'hui. Donc, je trouvais que c'était sympa de pouvoir retracer un peu l'histoire du jeu vidéo. Donc, ça commence depuis le premier jeu Pong qui est sorti dans les années 70, pour ensuite terminer sur des jeux beaucoup plus récents comme Silk Song ou Expédition 33 dans Terre Obscure, qui sera sûrement le jeu de l'année qui nous vient d'un studio français. Donc un jeu très très beau, magnifique. Et en fait, c'est le genre de jeu où quand tu joues, tu poses et tu as un œuvre d'art devant toi. Donc en fait, je trouve que les développeurs de jeux aujourd'hui, les designers, font un travail magnifique. On voulait mettre ça en avant pendant l'expo. Alors ma première question est presque naïve, je dirais, mais elle est importante. Qu'est-ce qui fait qu'en 2025, on considère les jeux vidéo comme un art? Alors qu'est-ce qui a changé dans les jeux eux-mêmes ou dans notre regard sur eux, selon vous? Je pense que c'est plus dans la façon de percevoir le jeu. Et puis il y a une vraie évolution aussi graphique. Donc, pour le premier jeu qu'on connaît tous, Tetris, par exemple, il est très, très basique. Mais quand on parle de RPG qui commence à venir dans les années 80-90, il y a une vraie histoire derrière. Déjà, ça, je pense que la narration fait qu'on peut déjà définir les jeux vidéo comme un art. Et avec des jeux qui sont très, les graphiques sont très avancés qu'on a aujourd'hui, visuellement c'est quand même impressionnant. Ouais. On se rapproche beaucoup de la réalité, mais ce qui est plus sympa, on va dire, dans les jeux vidéo, c'était cet aspect fantastique. Et, voilà, je pense que pour moi, un bon jeu est vraiment une œuvre d'art, il mérite en fait qu'on parle. Absolument, c'est intéressant parce que ça pose la question de l'intentionnalité artistique quelque part à l'intérieur. Est-ce que, selon vous, les premiers créateurs de jeux, Shigeru Miyamoto quand il crée Mario, Alexis Pajitnov quand il code Tetris, se considéraient comme des artistes? Peut-être bien, parce que je pense que, en fait, tout dépend de notre définition de l'art. Ça reste quand même subjectif. Mais je pense que quand ils étaient en train de créer à cette époque-là, ils voulaient faire des choses qui n'existaient pas avant. Donc il y avait vraiment cet aspect d'innovation. Et de créer à partir de rien, parce que c'était quand même des pionniers. Donc même si eux ne se considéraient pas artistes, je pense que ceux qui jouaient à ces jeux, ils aimaient. C'est quand même impressionnant. Une réaction? Juste deux petites précisions. Sur le robot Maloï, c'est un projet artistique, mais alors nous avons des soucis techniques, peut-être changer de micro. Un projet artistique qu'on doit faire évoluer ici à l'Institut français, avec notamment tout le public qui vient suivre des ateliers chez nous. Donc l'idée, c'est pas uniquement le robot que vous allez voir tout à l'heure, mais c'est également de lui mettre des interactions avec notamment des cartes Arduino, de programmation, mais aussi d'intégrer une IA reliée au robot pour qu'on puisse échanger avec le robot par la suite. Donc ça va faire partie des ateliers dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas un projet figé, c'est vraiment un projet à devenir avec le public. Parlons maintenant justement de ce robot humanoïde. Alice, alors c'est une sculpture imposante assemblée à partir d'un mannequin, de vitrine et de composants électroniques récupérés. Vous nous avez dit ça un petit peu plus tôt. Donc un travail sur le recyclage, sur l'obsolescence technologique. Qu'est-ce que ce robot raconte de notre rapport aux machines, à l'intelligence artificielle, à cette fascination, je dirais, anxiété qu'on éprouve face à l'automatisation? Déjà, vous pouvez voir, ça a déjà l'apparence humaine. C'est ce qui prouve que nous avons tendance à penser que l'IA va ressembler à l'être humain. C'est déjà ça. Et aussi, c'est par rapport au fonctionnement de l'IA et d'un robot du demain. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, quelle va être sa fonction, etc. C'est un peu ce que j'ai considéré aussi. De faire la fabrication et de faire le montage.
Et aussi, c'est la relation des objets, par exemple la matière qui va durer tellement longtemps, bien plus que nous, on n'utilise pas vraiment, c'est vraiment de mettre ces genres d'objets, de matière, des gens et de composants. Et le choix de conserver un visage partiellement humain, quelque part, est-ce volontaire? C'est volontaire, encore une fois, parce que en tant qu'être humain, on essaie tout le temps de se reconnaître à quelque chose. Donc, de se voir, c'est déjà plus compréhensible. Et qu'est-ce que ça dit de la frontière, de cette frontière de plus en plus floue entre l'humain et la machine? Moi, je pense personnellement qu'on va arriver à un point où ça va être dur de reconnaître l'artificiel comme ça. Des questions pour Abdi Chabrian? Je pense qu'on a fait le tour. Ce que vous montrez avec ces deux projets en tout cas, les deux intervenants, c'est que l'art numérique n'est plus une catégorie à part, c'est une curiosité, c'est un champ de création à part entière qui interroge sur notre époque, aussi notre rapport au temps, à la mémoire, à la technologie. L'exposition Play Again et le robot humanoïde Charles sont visibles ici à l'Institut français de Maurice, et ce pendant tout le mois de novembre. Visible et jouable, parce que c'est du Voilà, du jeu, on va passer à notre deuxième segment. Merci beaucoup. Merci. Et encore. Du jeu comme art au jeu comme sport, il n'y a qu'un pas. L'e-sport, la compétition de jeux vidéo plus haut niveau est en train de devenir un phénomène de masse. Des millions de spectateurs, des sponsors, des salaires professionnels et bientôt peut-être des Jeux Olympiques. Adrien, c'est notre domaine. Oui, ça a été reporté plusieurs fois, mais c'est très bien, effectivement. C'est cet événement qui va réunir, en tout cas, cette compétition dont on a fait mention un petit peu plus tôt, les participants. Oui, alors l'e-sport, c'est une branche du jeu vidéo qui effectivement prend de plus en plus d'ampleur, qui était à la base un domaine très amateur, comme ça, qui se professionnalise de plus en plus. Et sur ce sujet, Désiré Kozao, qui va intervenir après beaucoup moi, mais il y a un retard qui est pris pour un certain nombre de pays, du continent africain, qu'on essaye de rattraper. Parce qu'il y a énormément de très très bons joueurs, de e-sportifs en Afrique et évidemment en sont indiens. Donc tout l'enjeu est là, essayer de développer cette filière et d'avoir un lien de joueurs pro e-sport mauriciens qui gagnent des compétitions à l'international. Et on vient e-sport avec un E comme électronique, c'est un terme qui fait encore sourire certains du sport, mais ils sont assis devant un écran et pourtant l'e-sport, comme vous venez de souligner, très cher Adrien, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars, des championnats qui remplissent une arena de 20 000 places, des joueurs professionnels qui s'entraînent 8 heures par jour avec des coachs, des nutritionnistes, des psychologues. Incroyable, mais pourtant c'est vrai. Et en 2023, l'e-sport, ça c'est pour la petite partie, pour l'info, l'e-sport est intégré aux Asian Games, les Jeux asiatiques, en tant que discipline médaillée. Le comité international olympique a annoncé la création des Olympic e-sport Games en 2025. Bref, c'est sérieux et nous avons notre premier intervenant, n'est-ce pas Adrien? En direct avec nous, en visioconférence depuis la France, Monsieur Désiré Kozao. Monsieur Kozao, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très très bien, 5 sur 5. Vous allez bien? Oui, très bien, merci de l'invitation, même si c'est à la distance. Je serai bientôt parmi vous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous malgré la distance. Vous êtes une figure majeure de l'e-sport français et africain, cofondateur de la Gamers Assembly, le plus grand événement e-sport français, aujourd'hui président de France e-sport. Alors, une structure qui développe l'e-sport sur le continent africain, Sagesse aussi. Dites-nous, vous avez une trajectoire fascinante, vous avez mentionné, vous avez contribué à structurer l'e-sport en France, un pays qui
compte aujourd'hui parmi les leaders européens et depuis quelques années, vous vous concentrez sur l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce continent et surtout, qu'est-ce que vous y avez trouvé en termes de potentiel, de talent et d'énergie? Oui, il y a beaucoup de questions là. Ça englobe toute la chose, parce que vous êtes là. Oui, donc d'abord, encore une fois, un grand merci de m'avoir invité à prendre la parole. Alors effectivement, j'ai eu la chance, moi, de travailler dans l'industrie de l'e-sport depuis 2000, donc ça fait maintenant 25 ans. Et pendant les toutes premières années de ma carrière dans le sport, j'étais concentré sur la France et l'Europe, un peu l'international, mais évidemment toujours avec une vision très structurante du développement de l'e-sport, parce qu'à l'époque, en 2000, quand on parlait d'e-sport, personne ne comprenait ce que c'était. Et donc pendant 20 ans, 25 ans, il a fallu expliquer. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde comprend, mais ce n'était pas si évident que ça. Et malheureusement, en Afrique, on a pris beaucoup de retard. Moi, je sais que j'ai été souvent sollicité durant ma carrière française et européenne pour venir donner un coup de main en Afrique, mais malheureusement, ce n'était pas partie des priorités de mon groupe à l'époque. Et dès que j'ai pu, donc en 2021, j'ai pu prendre un peu de temps pour moi. Je me suis tourné vers mes amis africains. Je suis moi-même d'origine togolaise, donc forcément, ça me tenait à cœur de renvoyer au continent toute cette expérience que j'avais pu accumuler en quelques années. Et en commençant à travailler avec Adrien, d'ailleurs, au Sénégal, on a lancé la première équipe professionnelle au Sénégal. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel, un énorme talent qui était négligé et qui laissait passer le train comme ça en Asie, en Europe, aux États-Unis et maintenant au Moyen-Orient. Et je me suis dit, non, là, cette fois-ci, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, je me suis impliqué en créant effectivement SAGES, qui veut dire Services for Africa Gaming and Sports, qui est d'ailleurs basé à Maurice. J'ai créé la société il y a 3 ans et depuis je fais le tour du continent pour essayer, un peu comme un ambassadeur de l'e-sport, d'expliquer en quoi l'e-sport n'est pas seulement un loisir, mais peut-être toute une industrie et peut accompagner les jeunes, hommes et femmes aussi, à développer cette pratique et à créer une économie autour de cette pratique. Donc justement, quand on regarde ces événements que vous avez organisés en Afrique, on voit émerger des joueurs de très haut niveau, mais on voit aussi des difficultés structurelles. Je pense qu'Adrien va nous rejoindre là-dessus. Problème peut-être de connectivité Internet, manque d'infrastructures, absence de sponsors locaux sur place. Alors comment est-ce qu'on construit un écosystème e-sport viable dans des pays où ces obstacles existent? Alors déjà, je vais tout de suite préciser quelque chose. On a l'habitude souvent de parler de l'Afrique, l'Afrique a ceci, l'Afrique a tel problème, a tel challenge, etc. Et tout de suite, vous arrêtez, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent, c'est 54 pays. Et donc, c'est toujours très difficile de faire un tableau de l'état des lieux de l'e-sport en Afrique de manière générale. Parce que lorsqu'on va au Maroc, je fais des missions au Maroc, je fais des missions en Afrique du Sud, au Kenya, au Sénégal, au Nigeria, à Madagascar, à Maurice. Ce sont complètement des écosystèmes différents. Donc on a certains pays qui tournent en avance, comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, et qui vont être très structurés avec des connexions Internet, avec des partenariats avec des grandes marques et des éditeurs, et donc qui prennent un peu d'avance, qui sont presque accrochés au train européen. Et puis, quand on va dans d'autres pays, des missions en RDC par exemple, eh bien, on va plutôt être sur des écosystèmes qui sont naissants avec beaucoup de problèmes techniques, technologiques, économiques. Et donc, on doit adapter finalement la pratique de l'e-sport, du développement de cette industrie à chaque écosystème et à chaque pays. Alors évidemment, Maurice est très en avance par rapport à d'autres îles de l'océan Indien et à d'autres pays africains, mais il n'empêche que Maurice a aussi sa spécificité avec une économie plutôt très poussée sur le mobile, la console, un peu sur le PC, et donc on doit s'adapter finalement à chaque fois qu'on se déplace d'un pays à un autre aux spécificités du pays. Mais si on devait faire on va dire un screenshot, une capture d'écran globale, je dirais que la grande chance de l'Afrique, c'est le mobile. 90% des joueurs africains aujourd'hui sont des joueurs mobiles. Et c'est une grande différence par rapport au reste du monde. Et je pense que là, on a une vraie chance
et qu'on peut pousser finalement nos jeunes talents pour exister et pour performer au plus haut niveau si on investit un minimum dans cette pratique. Voilà, on a compris, les standards diffèrent d'un pays à un autre, mais concrètement, par exemple, si on devait, là, comme ça, se concentrer sur Maurice, pour un jeune Mauricien, parce que nous avons aussi des jeunes présents ici à l'Institut français de Maurice, pour un jeune Mauricien de 18 ans qui joue à League of Legends ou à Valorant dans sa chambre, quelles sont ses perspectives? Peut-il envisager une carrière professionnelle? Oui, je pense que ce ne sont peut-être pas les premiers jeux que je mettrai en avant avec League of Legends et Valorant, parce que là, au-delà de la plateforme de jeux, PC, console et mobile, on se retrouve face à des problèmes structurels, parce qu'il nous faut des serveurs de jeu. Il faut que l'éditeur du jeu, celui qui a développé le jeu, installe un serveur pas trop loin finalement de Maurice pour que les joueurs puissent performer à un niveau correct, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, si je devais miser sur une pratique, une discipline, ça ne serait pas forcément des jeux comme Valorant et League of Legends, sauf à peut-être envoyer ces joueurs dans des pays européens ou d'Afrique du Nord pour s'entraîner et exister au plus haut niveau. Par contre, clairement, sur des jeux mobiles, on a vu au dernier championnat d'Afrique de PUBG Mobile, on a vu Maurice exister, puisque sur 7 équipes, je crois qu'il y avait 4 équipes mauriciennes, et les vice-champions d'Africains étaient mauriciens. Donc je pense qu'effectivement sur les jeux mobiles, on a un vrai potentiel de développement sur Maurice, et également sur les jeux sur console, notamment les jeux de foot qu'on connaît bien, IFC ou eFootball, et quelques jeux de combat. Ce sont des jeux où on arrive à identifier et à mettre en avant de gros talents sur le continent africain et sur les Maurice. C'est très prometteur. Merci infiniment pour votre temps et pour ces éclairages. Adrien, sans doute des commentaires ou une autre question? Juste, Désiré, si tu peux nous donner au public quelques éléments sur ce qui se prépare. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose le 20 à 21 novembre à l'île Maurice, un rendez-vous important. Oui, effectivement, on a travaillé avec l'Institut français de Maurice, avec l'ambassade de France à Maurice et avec la commission de l'océan Indien sur un événement assez exceptionnel, puisque c'est pour la première fois l'ensemble des îles et des territoires de l'océan Indien vont se retrouver avec des représentants des responsables du sport de ces différents territoires, de ces différentes îles. On va se retrouver à l'Institut français et à l'espace Codan le 20 et le 21 pour parler justement du développement de cette industrie de l'e-sport dans cette région qu'est l'océan Indien. Le potentiel est énorme, mais peut-être un manque aujourd'hui de mutualisation et d'échange entre les différents acteurs. Et donc pendant 2 jours, tous ces responsables vont travailler, discuter, essayer d'aboutir à une sorte de feuille de route sur les prochaines années pour consolider finalement l'existence même de cet écosystème e-sport de l'océan Indien, notamment dans la perspective des prochains Jeux olympiques de l'e-sport, des e-sport Nations Cup, de toutes ces compétitions internationales. Il faut que l'océan Indien se distingue. Et pour illustrer tout ça, on a pris l'initiative avec nos partenaires d'organiser un tournoi e-sport féminin et mixte, masculin et féminin, le 20 et 21 sur le jeu Tekken 8. On va avoir des représentants des 8 territoires de l'océan Indien. Je ne vais pas tous les citer, mais Maurice, évidemment, la Réunion, Madagascar, Seychelles. Voilà, on va essayer d'aller inviter un joueur de chacun de ces territoires pour venir représenter. Et grâce au soutien de la Commission de l'océan Indien, on a pu même rajouter un tournoi 100% féminin qui viendra aussi mettre en avant et mettre en lumière la capacité des femmes, des filles, de participer. Souvent, on les oublie, parce que c'est 7%, je crois, de joueuses dans le sport, 50% dans le jeu vidéo au sens large. Eh bien, mettons la lumière sur ces joueuses, et j'espère qu'on aura vraiment la grande chance de voir une championne couronnée sur la grande finale de cet événement qui s'appelle Highlands eSports Champions. C'est ce qu'on espère aussi. On aura l'occasion donc de poursuivre ces discussions lors du sommet les 20 et 21 novembre prochains. Adrien Schwartz, merci beaucoup à vous, Monsieur Koussawa. C'est un plaisir de vous avoir avec nous.
Bonne continuation et à très très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà ce qu'on retient. Merci. Voilà, petite séance pour ce qu'on retient de cet échange, Adrien, c'est que l'e-sport est un tournant, je dois dire, d'un côté une reconnaissance croissante, institutionnelle, médiatique, économique, de l'autre d'énormes défis, structurer des écosystèmes viables, assurer l'inclusion, ce qui est très très important, notamment les femmes, former des talents, créer des carrières pérennes. Et Maurice, en accueillant ce sommet régional dont nous a fait mention M. Coussavo à l'instant, et ben, se donne les moyens de repenser ces différents débats. Et donc on va accueillir les gars. Absolument. Les gars. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est parti? Il est là. Méga est donc le président de Mo eSport. Et Méga a donc la lourde responsabilité de porter le premier club eSport Pro à Maurice, qui sera donc installé à l'Institut français. Merci Méga. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quelques mots ton parcours et qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu envisages de plus grand pour ce projet? Du coup, comme vous pouvez voir, le nom Méga, c'est le nom gamer. D'où mon prénom, c'est Jahanzeb. Très compliqué, c'est pour ça que 90% des gens me connaissent comme Méga. Du coup, je suis très passionné de l'e-sport, passionné de gaming au commencement. Donc, j'ai débuté, je vais partir directement sur l'e-sport. Donc, j'ai débuté dans l'e-sport comme compétiteur pour le jeu de Fortnite en plein 2018. Donc, les connaisseurs de Fortnite vont savoir que c'était très très chaud en 2018-2019. J'étais compétiteur, j'ai fait champion de Maurice 2 fois, back-to-back. Et suite à ça, j'ai créé un petit peu. J'ai décidé de créer un concept un petit peu à Maurice, de créer une équipe d'e-sport parce que je voyais pas mal de gens qui voulaient faire les compétitions, voulaient apparaître un petit peu, jouer un petit peu en Afrique aussi parce qu'il y avait pas mal de compétitions aussi en ligne. Donc, suite à ça, j'ai travaillé beaucoup avec plusieurs équipes, plusieurs joueurs pour fournir un petit peu des équipes, des squads dans différents jeux. D'où on a pris ça un petit peu, d'où là on a créé Boysport en 2020 pour pouvoir un petit peu emmener le professionnalisme qui existe dans le monde, où il y a pas mal d'équipes qui ont le logo, c'est officiel, donc ils ont le jersey, ils sont soutenus par pas mal d'entités et des sponsors, donc j'ai travaillé beaucoup pour pouvoir amener ça. D'où on a créé pas mal d'équipes, notamment le premier joueur qu'on avait développé, c'est un jeu de Tekken, dont Sheldon Dantier, les connaisseurs de Tekken, qui, avec pas mal de opportunités avec l'IFM, a pu même représenter Maurice à l'UFA en 2022. Donc, il a fait même des top 30 sur 150 pays en France, top 30 pour un Mauricien. Je pense qu'on avance dans une bonne direction. Donc, et suite à ça, je continue à pousser, développer comme Désiré a dit que développer un petit peu plus au niveau du mobile, parce que tout le monde, on a remarqué que l'Afrique surtout est très développée sur les compétitions mobiles, surtout petit global. On a développé beaucoup dedans, j'ai créé une équipe, donc coaché une équipe, j'ai même suivi des cours de coaching et de management pour pouvoir aider encore plus ces équipes-là, pouvoir arriver à un niveau régional au moins. Donc, d'où on a créé pas mal d'équipes qui ont même participé à pas mal de compétitions à Bali, Maroc, Roumanie et tout dernièrement. C'était l'ambition là, c'est grâce à l'Institut, bientôt on va officiellement ouvrir la première école e-sport à Maurice qui va être au rez-de-chaussée du Kangaroo de l'IFM. Donc c'est toujours en production, c'est toujours en construction. Et suite à ça, on va vraiment développer ces talents-là, chercher surtout ces joueurs ici à Maurice qui sont talentueux et les exposer, l'entraîner, les entraînements, les coacher pour qu'ils puissent vraiment arriver à un niveau professionnel en Afrique. Offrir une plateforme aux talents cachés.
joueurs. Donc, il y aura, pour le moment, on vise plus deux catégories de jeux. Le jeu le plus en vogue, bien sûr, c'est PUBG Mobile. Il y aura 5 jeux, donc 4 jeux principaux et un jeu sup, avec, bien sûr, un coach professionnel qui est avec moi ici, Skyler. Et on aura aussi comme jeu PC Valorant. Donc, Valorant qui est, je vais un petit peu contradisé, qui disait que Valorant c'est un jeu qui ne va pas vraiment marcher dans le continent africain. Riot, qui est le développeur de Valorant, vient d'ouvrir un serveur d'Afrique. Donc moi je vois pas mal d'opportunités pour que l'Afrique développe des compétitions Valorant. Et ici, au centre, dans le training center, on va développer ces jeux-là parce qu'on a déjà un roster Valorant qui participe à un tournoi réuni d'Italie, qui sont actuellement en top 3. Donc s'ils font top 2, ils vont partir à la réunion pour participer à la finale. Nous, ce que moi je trouve que c'est plutôt l'aspect coaching, l'aspect management, l'aspect de chercher partout les sponsors, des soutiens et bien sûr des exposer médiatiquement pour que les gens qui ne connaissent pas, ils se voient que c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose de grand et il y a pas mal d'opportunités réelles. En tout cas, vous êtes ambitieux. L'ambition, c'est ce qu'il faut pour révolutionner tout un écosystème. Merci beaucoup pour votre intervention, les gars. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plein de partenaires sur ce projet. Je cherche voilà, le message est lancé. Contacter, je vais être à l'heure. Merci beaucoup, les gars. On reste dans les technologies, on change de registre, n'est-ce pas, Adrien Chouard? On passe de la compétition sportive à la médiation culturelle, de l'arène e-sport au musée. Comment l'intelligence artificielle peut-être transformer notre rapport, sans doute au patrimoine? Comment innove-t-on dans un lieu de mémoire, en particulier quand il s'agit d'un musée consacré à l'histoire de l'esclavage? Ce sont les questions que pose Muséomix Maurice. Aussi C'est Adrien qui va introduire ce segment. Donc, on invite aussi Kousnapa qui travaille à l'ISN, qui est médiatrice à l'ISN et qui a fait un passage à l'Institut français aussi au niveau de la fabrique ici, qui a écrit un certain nombre d'ateliers, et donc qui va mettre en place donc, le premier Muséomix dont je parlais un petit peu au début. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, bonsoir Adrien, bonsoir Lily. Rectification, je suis assistante de recherche au musée. Et parallèlement, Muséomix a été un projet dont Adrien m'a fait mention au début, quand je suis arrivée à l'EFM. Il m'a dit que c'était un projet très intéressant qu'il a réalisé au Sénégal et qui aussi a été réalisé dans les pays du Nord, notamment en France. Et Muséomix, en fait, c'est un marathon créatif qui réunit des passionnés de culture, d'art, de technologie, de design, en fait, autour d'un musée, d'un projet muséal. Et pendant 3 jours, ils travaillent en équipe, les participants travaillent en équipe et créent un prototype interactif autour de la médiation actuelle du musée. Donc, pour cette année, ça va commencer, ça débute vendredi, le 7, ce vendredi, et ça termine le dimanche 9. Voilà, le rendez-vous est pris, sans doute. Une présentation des travaux qui ont été réalisés le dimanche 9 à 15h. À 15h30. 15h30 jusqu'à 17h. Et en fait, jusqu'à présent, on a réuni plus d'une vingtaine de participants. En fait, il y a eu un grand enthousiasme pour la première édition qui se passe en Suisse. Et voilà, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes, beaucoup de professionnels qui s'intéressent en fait pas seulement à la médiation, mais aussi à ce qu'ils peuvent créer pour pouvoir s'imprégner et se réapproprier un musée. En sachant que, comme il a fait mention, c'est le patrimoine, un patrimoine très sensible quand on parle de l'esclavage. Donc c'était important en fait pour eux de pouvoir allier ce sujet, ce passé, mais aussi donner la possibilité aux individus de pouvoir créer en fait autour du mandat muséal et donner une nouvelle perspective et donner le pouvoir aux visiteurs. On est dans un lieu de mémoire.
mémoire, vous l'avez dit vous-même, qui porte un récit douloureux, celui de l'esclavage, de la traite, du système de plantation, et vous avez demandé à des équipes d'intervenir sur ce récit avec des outils numériques, peut-être de l'intelligence artificielle, peut-être de la réalité augmentée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de spectacularisation d'une histoire qui mérite au contraire sobriété, selon vous? Alors, c'est très intéressant parce que c'était aussi parallèlement mon sujet de mémoire. Ah, ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est vrai que le numérique pose beaucoup de problématiques, surtout si on ne sait pas l'utiliser correctement. Mais parallèlement, au musée, on a un mandat où on essaie d'humaniser l'individu. Et c'est pour ça qu'il est important, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et on a l'occasion, en fait, dans l'exposition 2023. Et je vois notre ancienne curatrice du musée ici, Karen Yvon, où en fait ils ont travaillé sur l'incorporation de la technologie dans tout ce qu'on faisait au musée. Donc il faut allier l'habitation, le travail de recherche et la technologie pour pouvoir créer un contenu qui est en respect de l'individu et la personne qui a été mise en esclavage. Donc on ne va pas aller sur la spectacle, c'est beau, mais on va juste en fait essayer de pouvoir respecter au maximum pour ne pas tomber en fait dans tout ça et pouvoir donner du contenu qui respecte le mandat du musée, l'individu, mais aussi le travail de tout un chacun. Merci beaucoup. Nous allons maintenant inviter... Juste la suite, c'est donc y avoir une communauté de créer, sur comme muséoliste, et tous les ans, on va avoir un Maurice. Dans l'océan interne, mais aussi parallèlement, pas uniquement le musée de l'esclavage, c'était un début, mais bien sûr, tout autre musée qui est intéressé pour les prochaines années, pouvoir créer une communauté, des associations, et pouvoir en fait créer différents musées dans les musées à travers l'île et dans Mascaret. Merci beaucoup pour l'applaudissement fort. Nous allons inviter une autre femme qui met en avant l'intelligence artificielle, Catherine Paya, alias AI for Good. Catherine, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? On se connaît, on peut enchanter, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous dirigez AI for Good Mauritius, Madagascar, une organisation qui travaille sur l'intelligence artificielle éthique. Comment est-ce qu'on garantit qu'un outil comme l'IA serve la médiation culturelle sans la dénaturer? Grande question. Je dirige AI for Good Maurice, Madagascar. Je suis marraine parce que depuis donc, la deuxième édition, ils ont créé une équipe locale. Donc, je suis ravie de pouvoir les accompagner. Voilà, contribuer. Oui. Alors, justement, vous travaillez sur... Ça arrive, n'est-ce pas? C'est une organisation qui met en avant l'intelligence artificielle éthique. AI, tout est dans le titre. Alors, comment est-ce qu'on garantit qu'un outil comme l'IA, finalement, sert de la médiation culturelle sans changer la nature même de la chose? C'est un grand débat et justement, l'intérêt de AI for Good, pourquoi on le diffuse largement sur Maurice et en particulier en ce moment sur les établissements scolaires, on essaye d'apporter, alors moi j'aime bien dire l'IA pour le bien, tout bêtement, parce qu'on s'aperçoit en faisant des ateliers, on s'est déplacé dans différents établissements, publics et privés mauriciens, étrangers aussi. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que certaines utilisations manquaient de formation, d'accompagnement, et notre rôle est vraiment là, c'est d'accompagner cette jeunesse, alors avec notre expérience, en tant que senior, par exemple, femmes seniors, j'essaie de guider les jeunes filles aussi. On a aussi des jeunes mentors qui ont gagné les autres années et qui apportent justement cette bienveillance, ce regard et la bonne conduite. Parce qu'effectivement, l'IA, c'est très bien, mais l'IA va faire de gros dégâts. Et je pense qu'il y a un accompagnement collectif. Je parle toujours d'essayer de rassembler le maximum de monde autour de festivals pour accompagner tous ces choses. Et si vous deviez résumer AI for Good dans quelques mots? En quelques mots, ça ne suffirait pas, parce qu'au final, AI for Good, c'est vraiment... moi, c'est un projet qui me tient à cœur, parce qu'on est sur l'inclusion, on est sur l'égalité des chances, on va au cœur du système. Alors, Maurice, moi, me tient particulièrement à cœur, parce que je trouve qu'il y a une multiculturalité importante. Donc, en quelques mots, non, ça va passer.
l'inclusion, l'égalité des chances, la créativité et mettre en avant toute cette jeunesse qui déborde d'idées, qui déborde de talents, et on est là pour les mettre devant. Voilà, c'est un petit peu de EI for Good. Vous êtes à Maurice depuis quelques années maintenant, Maurice c'est votre pays d'adoption, on peut le dire comme ça. Vous évoluez dans cette industrie, le numérique. Alors quelles sont les applications concrètes de l'IA dans le secteur culturel à Maurice? De par ce que vous avez pu observer, et qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui pourrait exister? Qu'est-ce qui devrait exister? Il existe beaucoup de choses. Après, ce qui devrait exister, comme ça, ma question, c'est pas évident. Plein de choses. Après, on est beaucoup d'acteurs à participer justement à développer l'IA. Et il y a beaucoup de concours. Il existe aussi pas mal d'associations qui lancent des projets éducatifs autour de l'IA. Donc après, qu'est-ce qui manque? Il manque toujours plein de choses, mais je pense qu'on est tous de bonne volonté et on avance un petit peu sur les mêmes sujets, la culturation, l'éducation, autour de la jeunesse. Je pense que c'est ça le plus important. Il y a une mission commune entre ces différentes industries. Merci beaucoup, Catherine Payal. Peut-être Adrien, une question à commencer. Sur le thème de l'édition à venir. Alors, le thème de l'édition à venir, donc, nous sommes partis sur l'art hybride en donnant donc, le choix aux établissements scolaires de choisir sur une liste de poètes locaux de pouvoir, on appelle pas ça transformer l'art hybride, on appelle ça améliorer et sublimer donc, un texte, un écrit, un poème grâce aux outils digitaux. Donc je pense qu'on va avoir de très très belles créations des établissements scolaires. Et plein de surprises aussi, avec une mise en avant sur des talents de Maurice, entre autres un petit jeune serveur qui est très poussé sur l'inclusion, l'égalité des chances et les dangers de l'IA pour transmettre un message important à la jeunesse locale. On aura aussi l'université, l'ENSA, une école d'architecture qui va proposer un sujet sur le patrimoine mauricien, encore une fois, sur le sublimer grâce aux outils qu'on peut utiliser dans cette guerre. L'argument de taille pour le talent qui est cette nouvelle édition d'EI for Good. Merci beaucoup, Catherine Payal. Et ce qu'on comprend, c'est que l'IA n'est pas une fin en soi, c'est un outil comme tout outil peut servir ou desservir selon l'usage qu'on en fait. N'est-ce pas, Adrien? Tout à fait, Mélanie. Tout à fait, bien sûr. Merci également à Fossi qui était là un tout petit peu plus tôt. C'est vrai qu'on a parlé d'art, d'e-sport, d'intelligence artificielle, mais toutes ces innovations ne valent que si elles sont transmises, si elles forment la prochaine génération. Alors comment éduque-t-on au numérique en 2025? Comment développe-t-on l'esprit critique, la créativité, la maîtrise technique chez les enfants et les adolescents? Adrien, ce segment vous concerne particulièrement et directement puisque vous coordonnez plusieurs ateliers à destination des jeunes. Voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on fait tout au long de l'année. On propose des ateliers pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, autour de tous les sujets innovation tech du moment. Et donc forcément pendant le moment numérique, on a également toute une batterie d'ateliers qui sont proposés et dont certains vont être présentés tout de suite par notamment Cyril Lecor. Est-ce qu'il est là, Cyril Lecor? Voilà, il arrive. Applaudissements, s'il vous plaît. Et donc notamment un atelier autour de la conception de jeux vidéo qui a déjà eu plusieurs sessions de proposées sous forme de stage qui vont être continuées. Est-ce que tu peux en dire un? Oui, donc c'est un atelier autour de la création de jeux vidéo. Ça a pour but de permettre aux enfants, mais aussi aux adolescents, quasi adultes, de découvrir le monde de la création de jeux vidéo. C'est de voir l'envers du décor, c'est pas juste de jouer, c'est de pouvoir créer sa propre œuvre. Vous avez dit plutôt que le jeu vidéo c'était un art, c'était une nouvelle forme d'art, et on a des fois l'impression que c'est difficile de pouvoir s'exprimer dans cette forme d'art. C'est inabordable, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de murs finalement pour pouvoir y accéder. Et le but de cet atelier c'est de voir comment y accéder par des moyens plus faciles, mais aussi de comprendre comment faire une belle œuvre. Comme peindre, ça demande de savoir avoir beaucoup de pinceaux, de d'écrire un livre, d'avoir
le bel tourneur de phrase. La création de jeux, c'est aussi savoir guider le joueur sans qu'il ait l'impression d'être guidé, savoir indiquer des indices sans avoir l'impression de prendre le joueur pour un idiot. Et voilà, le but de cet atelier, c'est de permettre de mettre un premier pas dans cet univers qui est un peu lourd, tout en pouvant garder une idée claire de ce qu'on fait, et surtout découvrir de façon ludique, sans code, sans programmation. Elle a une question, je suis sûre que nous avons des parents ici, une question qui concerne les parents qui nous écoutent. Comment distingue-t-on l'éducation numérique qui développe des compétences et la simple consommation d'écran qui peut être problématique? Qu'est-ce qui fait qu'un atelier de code, dont vous avez fait mention, ou de création numérique est bénéfique, là où un usage passif de TikTok ou YouTube peut être néfaste? Je pense que la réponse la plus simple, c'est l'utilisation de son imagination. Créer un jeu, ça peut sembler très ludique, ou ça peut sembler, en entendant le jeu vidéo, on a souvent tendance à entendre quelque chose qui peut être contre-productif par essence même, le jeu vidéo est un jeu, donc pas forcément quelque chose de productif. Mais comme on l'a vu déjà, il y a le développement de sport, qui est déjà le même, la création du jeu vidéo, c'est un art, c'est du temps, c'est envoyer un jeu vidéo, c'est pas généralement, sauf pour le cas de très mauvais jeux, quelqu'un qui a créé ça en une heure, c'est quelqu'un qui a mis du temps, qui a mis de la passion, et c'est tout là que se dégage la création de jeux vidéo, et qui fait que ce n'est pas juste de la consommation passive d'un écran. Quand on regarde TikTok, finalement, notre cerveau, il fait que regarder. On ne crée rien, nous ne nous exprimons pas, on passe du temps. On consomme. Là où même jouer à des jeux vidéo, comme je vais prendre des exemples, Minecraft, c'est de la création. Donc, à partir du moment où il y a de la création, il y a de la réflexion, il y a de la conception, là, ça devient pas juste de la consommation, mais ça devient une forme d'art. C'est tout un art. Nous allons inviter notre prochain intervenant. Je ne sais pas si il est là. Michael est là. Michael Lechansko. Qui représente le club Poly-Inventis, si je prononce bien, l'université des et on aura donc en fin de programmation, donc la dernière semaine du mois de novembre, on aura une série d'ateliers qui seront proposés par le club en question avec les étudiants de l'université. Si tu peux nous en dire juste un petit mot rapide. Bonsoir à tous. En fait, lors de notre première collaboration avec l'Université française, on a créé un concept qui s'appelle Protolan. Et le but c'était de vulgariser les nouvelles technologies. Et pour ces mois numériques, on a pensé nécessaire de créer une série d'activités qui vont aller dans ce sens. Et donc, on a programmé 5 activités pour la semaine. Il y a une activité majeure qui est une conférence où on va essayer de rassembler les jeunes pour discuter avec eux et recevoir les perceptions sur l'évolution de la technologie parce que, comme on a dit avec les précédents intervenants, il y a un problème pour certains des perceptions et d'autres des mal entendants avec les jeux vidéo on attaque certaines personnes comme ça, comme un simple jeu, tandis que quelque part c'est professionnel, c'est quelque chose qui paie. Et donc l'idée de la conférence serait de discuter avec les jeunes, de donner notre perception, et cette perception sera exposée aux décideurs, aux parents, pour qu'ils puissent voir comment les jeunes perçoivent cette évolution. Et pour notre activité, c'est nécessairement des attaquants qui ont pour but de montrer aux jeunes que, parce que beaucoup ont peur de se tourner vers cette évolution technologique, mais ces attaquants ont pour but de montrer que ce n'est pas sorcier, que c'est réalisable, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas faire parce qu'on est ici, un île et on est un peu isolé. Donc c'est ça. Et la question de l'accès, moi j'ai une question à Adrien, est-ce que ces ateliers, ces formations, dont vous avez fait mention un petit peu plus tôt, ces opportunités sont accessibles à tous les jeunes dans Oui, absolument. Enfin, tous nos ateliers sont accessibles à tous, tout au long de l'année. On a généralement
4 à 5 qui tournent sur le mois, on change tous les mois. On a une programmation qui est très très riche. Beaucoup de monde sur les ateliers sous forme de stage, notamment pendant les périodes de vacances scolaires. On a beaucoup d'enfants qui participent. On a encore besoin d'avoir davantage de monde sur, on va dire, une activité régulière d'utilisation de notre Fab Lab, un espace dit Fab Lab que vous allez voir juste après, qui est un espace où vous pouvez des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des graveuses, du matériel d'enregistrement, des casques de réalité virtuelle, de la robotique, etc. Vous pouvez venir développer vos projets, venir vous former, venir partager. Donc on a encore la place pour avoir davantage de participants, mais on a effectivement des ateliers ouverts à tous. Et on a pour le moment numérique 4 ateliers vous allez voir la liste des ateliers qui est présentée à l'entrée de l'exposition. Merci beaucoup Adrien, merci à vous tous, merci Cyril, merci à Michael. Et on voit bien que l'enjeu éducatif est central. Former les jeunes au numérique, ce n'est pas juste leur apprendre à coder, non, même si c'est important, c'est leur apprendre à créer, à penser de manière logique, à collaborer, à résoudre des problèmes. On arrive à la fin de cette émission, j'ai envie de dire, c'est un plateau radiophonique, mais sans la radio. Il nous reste quelques minutes pour faire un panorama complet de ce mois de novembre numérique, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses ce soir, mais le programme est encore plus riche. Adrien, on fait tout? Donc, pour récapituler, novembre numérique 2025, c'est le Musée Maurice à l'Intercontinental Slavery Museum. Le 7, le 8 et le 9 novembre. Marathon créatif autour de la médiation culturelle et de l'IA. Le 8 novembre, Malia, ici. À l'IFM, non, d'autres projets, dites-nous, vous avez la liste. Je préfère à ce que toi devant moi le 12. Ah, vous avez vous l'avez, super. Il y a un ciné-débat qui est prévu sur l'impression de l'IA avec un film autour de l'IA, d'Halloween, qui sera donc projeté au CSR Bagatelle. qui fera de temps en temps des partenariats avec le CSR Bagatelle. Alors là, on va plus loin dans le temps, mais effectivement, en fin de novembre numérique, on aura un concert un concert de jazz autour de l'univers du jeu vidéo, avec 7 musiciens, 7 jazzmen qui seront ici sur scène, à notre place. On a, après les autres événements, on en a parlé, donc on a le 20 et le 21 novembre, les rencontres de l'océan Indien du sport. On aura à la toute fin du mois une session qui n'est pas programmée, mais qu'on programmera un peu plus tard pour présenter le club e-sport qu'on a un peu présenté tout à l'heure. Et puis toute une série d'ateliers qui sont prévus également pour le mois. Tous les détails de la programmation sont sur Internet, sur le site internet de l'Institut français, institutfrancais.mu, si je ne me trompe pas. Merci. Et puis donc une exposition à voir voilà, tout de suite. Je vous laisse donc la découverte du robot de Aldous Keto qu'on va révéler dans quelques instants. Avec Article dans quelques instants. Et donc un petit cocktail pour tous. Je pense que vous avez tout bien résumé. Merci beaucoup Adrien, merci à vous. Merci à votre participation de nous proposer et de nous décrire ce genre d'aventure, parce que c'est une aventure, l'intelligence artificielle, le numérique, c'est tout un art. Merci à vous, très belle soirée. On vous retrouve très très prochainement ici. Pour notre l'émission en fait qui est oui, mais voilà, c'est comme une émission, un plateau radio qui s'achève. Merci beaucoup et bonne soirée.